New York, 15h43, un vendredi de juillet. Le ciel bleu sans nuages d'un vendredi d'été à New York reflétait une tranquillité qu'on ne retrouve que dans les quartiers les plus riches de la ville. Tribeca, un nom synonyme de luxe, de prestige et de moments suspendus dans l'or. Dans le cœur de ce quartier, un restaurant d'exception se distinguait de tous les autres, la Dentelle d'Or. Ce n'était pas juste un endroit où l'on mangeait. C'était un temple de l'élite, un lieu où les décisions qui changeaient le monde étaient prises entre deux coupes de champagne. Le décor était un hommage à la perfection. Les murs recouverts de fresques artistiques délicates, les tables en marbre blanc, les lustres étincelants qui diffusaient une lumière douce mais imposante. Le murmure feutré des conversations se mêlait à l'élégance des gestes, chacun jouant son rôle dans cette danse silencieuse de privilèges. Au centre de cette scène, Gregory Lambert était l'acteur principal. À 52 ans, il n'était pas seulement un milliardaire. Il était une institution. Un magnate de l'industrie pharmaceutique, reconnu non seulement pour sa richesse, mais aussi pour sa réputation de visionnaire implacable. Vêtu d'un costume sur mesure en laine italienne, la coupe parfaite et le col impeccablement ajusté, il portait son pouvoir comme une seconde peau. Ses cheveux grisonnants étaient soigneusement coiffés en arrière, mais ses yeux, froids comme de l'acier, trahissaient l'homme qu'il était vraiment, calculateur, ambitieux et prêt à tout pour gagner. Il était entouré de conseillers financiers, d'avocats et de partenaires d'affaires, chacun prenant soin de ne pas troubler l'équilibre fragile de cette image de réussite. Les sourires étaient polis, mais mesurés, comme des gestes d'un ballet où l'on savait où placer sa révérence sans jamais trop s'exposer. Chaque parole de Gregory semblait être une sentence, et les autres étaient là pour acquiescer, pour se nourrir de ses décisions et grandir dans son ombre. Ce jour-là, Gregory célébrait la signature d'un contrat monumental. Un partenariat avec des entreprises internationales pour la production de substances censées améliorer les fonctions cognitives. Un projet qu'il avait présenté comme une avancée révolutionnaire. Mais pour lui, cette signature n'était pas juste un succès de plus dans une carrière déjà bien remplie. C'était une porte ouverte à un contrôle encore plus grand. Une occasion d'étendre son empire tout en nourrissant son ego démesuré. Mais à quelques mètres de là, dans l'ombre de ce monde soigneusement construit, Elliot observait, et ses yeux étaient remplis de colère, de douleur et de souvenirs amers. Elliot n'était pas un simple spectateur de cette scène. Il faisait partie de l'histoire, bien que Gregory ne s'en souvienne même pas. À peine 20 ans, il avait un visage juvénile, marqué par les épreuves de la rue. Ses yeux, cependant, portaient une intensité que peu de gens pouvaient comprendre. Il ne se contentait pas de regarder, il scrutait, cherchait, décortiquait la réalité comme un puzzle qui devait être résolu. Il portait une vieille veste en toile déchirée, des pantalons trop larges et des baskets usées qui avaient vu mieux. Depuis des semaines, il errait à New York, en quête de subsistance, de sens et d'un peu de dignité. Mais cette dignité avait été brisée bien avant cela, écrasée par les rouages d'un système qu'il n'avait pas pu comprendre avant d'en devenir une victime. Aujourd'hui, il n'était plus un simple jeune sans-abri. Il était un homme brisé par la réalité d'un monde qui ne le voyait pas, mais il n'avait pas perdu sa volonté de se faire entendre. Ce jour-là, quelque chose en lui avait changé. Le nom de Gregory Lambert n'était plus un simple symbole de pouvoir, mais un nom gravé dans ses souvenirs comme un rappel constant des trahisons qu'il avait subies. Il regardait, impuissant, l'assiette que l'on venait de poser devant Gregory. Il savait ce qu'elle contenait, ce que les gens à cette table ignoraient. Ce n'était pas qu'un plat délicat, c'était la clé de tout ce qu'il avait perdu. Soudain, sans prévenir, un cri s'échappa de ses lèvres. « Ne mangez pas ça !» Les paroles détonnèrent dans l'air comme une balle perdue, brisant l'atmosphère tranquille du restaurant. Un instant, tout s'arrêta. Les conversations moururent dans des murmures éteints, les yeux se tournèrent vers l'entrée, là où Elliot, bras tendu, observait avec une intensité fiévreuse. Son visage était rouge, défiguré par la frustration et la peur. Le personnel, choqué, réagit instantanément, mais la scène semblait hors de contrôle. Les serveurs s'élancèrent vers Elliot, mais un geste de Gregory les arrêta. Ce dernier, surpris mais impassible, leva une main pour les inviter à garder leur distance. Gregory, contre toute attente, ne semblait pas bouleversé par l'apparition du jeune homme. Au contraire, il fixait Elliot avec une étrange tranquillité, comme s'il attendait de comprendre ce qui allait se passer ensuite. « Pourquoi ?» demanda Gregory d'une voix calme, froide comme le marbre. Elliot, haletant, avait du mal à contrôler son souffle, mais il força sa voix à rester claire,
consciente que tout reposait sur ce moment. Parce que je l'ai préparé moi-même, et je sais ce qu'il y a dedans. Ce fut comme une décharge électrique dans la pièce. Les murmures s'intensifièrent, les regards passèrent de Grégory à Elliot, chacun se demandant s'il était en train de se perdre dans une hallucination collective. Le chef, tout à fait hors de sa zone de confort, s'éclipsa dans une tentative de discrétion, mais le mal était fait. Elliot fut amené à l'intérieur, mais il ne se laissa pas emmener sans résistance. Grégory l'observait, intrigué. Pourquoi cet inconnu avait-il l'air de savoir des choses qu'il n'aurait jamais dû savoir? Pourquoi ce jeune homme, apparemment insignifiant, semblait-il avoir une telle connaissance de son monde? Quand ils furent enfin dans une pièce à l'écart des regards, Elliot explosa. « J'ai travaillé dans votre laboratoire. J'étais stagiaire en biochimie. J'avais tout pour réussir. Mais tout cela a été détruit par votre soif de profit. J'ai découvert des tests interdits. Vous avez autorisé l'utilisation d'un composé alimentaire qui modifie les fonctions cognitives des individus sans aucune étude sérieuse sur ses effets à long terme. J'ai tenté de vous alerter, de faire remonter l'info, mais vous m'avez jeté dehors, vous m'avez écrasé. Je n'ai pas seulement perdu mon travail, j'ai perdu ma vie, mon avenir. Vous m'avez effacé. » Les mots d'Elliot frappèrent Grégory comme une pluie battante. Un instant, il se sentit perdu, mais il reprit rapidement son calme. « Et maintenant, quoi ?» Le silence se installa, lourd oppressant. Elliot continuait, sa voix tremblant mais pleine de défi. « Ce que vous êtes sur le point de manger, c'est cette amélioration que vous avez validée sans scrupule. Un produit qui détruira des vies, tout ça pour quelques dollars de plus. Vous l'avez fait pour le pouvoir. Vous l'avez fait pour vous. Vous vous apprêtez à en prendre une bouchée comme si ce n'était rien. » Grégory ne répondit pas tout de suite. Mais quelque chose changea dans ses yeux, une lueur qu'il ne reconnaissait pas. Peut-être une prise de conscience. Ou peut-être la crainte que le passé qu'il avait soigneusement caché soit en train de le rattraper. Le chef, visiblement pâle comme un linge, vacille sous la pression. Un filet de sueur perle sur son front tandis qu'il essaie de reprendre le contrôle de la situation. Il ajuste sa cravate, comme si ce geste pouvait le sauver d'une vérité qui lui échappait. Ce garçon ment. Il est fou. Il est juste jaloux. Il n'a jamais travaillé pour nous. Ces mots s'échappent précipitamment, mais il ne parvient pas à cacher le tremblement de sa voix. Le regard du chef se détourne furtivement, comme s'il avait l'intuition que ce qu'il disait risquait de lui être fatal. Les autres invités de la table semblent mal à l'aise, leurs yeux fixés sur Grégory, espérant qu'il prenne en main cette situation qui dérape rapidement. Mais Grégory, à l'opposé, reste parfaitement calme, un calme inquiétant, comme s'il attendait précisément ce moment. Il se lève lentement, sans précipitation, mais chaque mouvement semble chargé de poids. Il s'avance vers Elliot, l'observe longuement. Le regard de Grégory est froid, pénétrant, presque clinique. Mais quelque chose dans la posture du jeune homme, dans l'intensité de son regard, fait vaciller le magnate. Grégory fronce les sourcils, son esprit s'enclenche dans une sorte de calcul mécanique. Quel était le nom du projet ? Demande-t-il d'une voix presque anonyme, comme si la question ne faisait que compléter une énigme qu'il avait déjà résolue. Elliot, la gorge serrée, sent une montée de rage et de douleur, mais il respire profondément, se forçant à rester maître de lui-même. Ce moment était trop important pour céder à la panique. « Arx 23, répond-il, la voix forte mais teintée de frustration. Vous avez caché les effets secondaires en modifiant les seuils d'exposition dans le rapport final. Vous pensiez que personne ne le remarquerait. » Il y a un instant de silence lourd, où l'air semble devenir plus épais, plus chargé. Grégory ne réagit pas immédiatement, mais son regard se fait plus intense, plus acéré. Il scrute le jeune homme, l'examine, cherchant à comprendre si cette déclaration était la vérité. Mais c'est le silence qui répond à sa question. Le chef, désormais complètement paniqué, essaie de se reprendre, mais l'air dans la pièce a changé. L'un des avocats de Grégory, un homme corpulent à l'air impassible, se crispe soudainement. Il pâlit à vue d'œil. Un frisson traverse la pièce, comme si la réalité de ce qui venait d'être révélé atteignait enfin tout le monde. Cet avocat, à la fois témoin et complice de la situation, s'est vu confronté à la vérité qu'il avait, au fond, toujours redoutée. Il avait signé ce rapport. Lui aussi avait été dans cette salle de réunion, une fois,
lorsqu'on avait décidé que la vérité pouvait être laissée de côté pour des bénéfices bien plus élevés. Grégory se retourne lentement vers la table, toujours calme. Un rictus imperceptible se forme sur ses lèvres, mais ce n'est pas celui de l'homme confiant qu'il était quelques minutes plus tôt. Il pousse son assiette de côté, comme si le simple fait de la toucher maintenant pouvait le souiller. L'odeur de la nourriture se dissipe, emportée par le poids de la conversation, remplacée par une tension palpable. À cet instant, il sait que la situation a basculé. Elliot, ce jeune homme qu'il avait ignoré, avait planté une graine de doute qui allait lentement grandir, malgré les tentatives de suppression. Le New York Times publie un article en première page qui secoue l'industrie. Un lanceur d'alerte anonyme, ancien stagiaire, révèle l'existence d'un additif alimentaire expérimental que Grégory Lambert et sa société avaient secrètement introduit dans leurs produits. Le rapport stipule que les effets secondaires du produit ont été délibérément modifiés dans la version finale. Le journal publie même un extrait du rapport interne, accompagné d'une citation d'Elliot, et tout devient très réel. Les médias s'emballent, les émissions d'actualité multiplient les interviews, et les réseaux sociaux s'enflamment. Les citoyens se sentent soudainement responsables, comme si la vérité, longtemps cachée, avait éclaté au grand jour. Grégory Lambert, dans un premier temps, nie catégoriquement les accusations. Il tente de contrôler les dégâts avec la même aisance qu'il utilise pour manipuler les informations dans ses propres entreprises. Il affirme que c'est une tentative de discréditer son nom, une attaque orchestrée par des personnes jalouses de son succès. Mais même les journalistes les plus indulgents commencent à se poser des questions. Grégory ne semble pas si maître de la situation qu'il l'était auparavant. L'élément déclencheur survient quelques jours plus tard. Elliot, dans un acte de défiance et de préparation méticuleuse, fait une révélation qui déstabilise définitivement Grégory. Le jeune homme, en dépit de tout, avait prévu le pire. Avant de disparaître, il avait pris soin de sauvegarder des preuves incriminantes. Sur une clé USB cachée dans le talon de sa chaussure usée, Elliot a conservé une copie du rapport original. Le rapport avec les annotations de Grégory. Il n'avait pas seulement documenté les irrégularités, il avait gardé en main la clé du scandale. Les annotations écrites de la main de Grégory, prouvant que les modifications avaient été apportées sciemment, constituaient la preuve irréfutable que tout cela n'était pas un accident. Lorsque l'enquête officielle est lancée, la vérité commence à émerger, avec une force imparable. Les experts légaux et les journalistes trouvent un terrain fertile pour creuser dans les témoignages et les documents. Le rapport d'Elliot, avec ses annotations et sa documentation irréfutable, fait rapidement le tour des institutions. Des experts indépendants confirment que l'ingrédient modifié a des effets neurologiques graves à long terme, confirmant ainsi les accusations. À ce stade, la réputation de Grégory subit une lente et inexorable chute. Il est convoqué devant le Congrès, et ses réponses sont examinées sous un microscope. Le public, qui l'avait admiré pendant des années comme un visionnaire et un homme d'affaires brillant, le voit désormais sous un jour totalement nouveau. Son image se désintègre, victime de sa propre cupidité et de son dédain pour l'éthique. Le monde qu'il avait construit sur des fondations d'influence et de manipulation s'effondre sur lui. Les médias, autrefois indulgents envers ses manœuvres, n'ont plus aucune pitié. Grégory Lambert n'est plus qu'un symbole d'un système dévoyé. Elliot, de son côté, s'éloigne, mais il sait que, d'une manière ou d'une autre, il a gagné. Il n'est plus invisible. Il a pris le contrôle de sa propre histoire. L'histoire d'un jeune homme dont la vie avait été écrasée par des puissants, mais qui, par sa résilience et sa volonté de vérité, a réussi à inverser la balance. 3 mois plus tard, le monde a changé pour Elliot. Ce jeune homme, qui n'était autre qu'un sans-abri quelques mois auparavant, est aujourd'hui une figure publique, un lanceur d'alerte dont l'histoire est désormais une référence. Les universités le sollicitent, des conférences sur l'éthique scientifique l'invitent à prendre la parole. On lui propose de devenir un porte-parole pour les droits des travailleurs, de sensibiliser sur les abus de pouvoir dans le secteur pharmaceutique. Mais ce n'est pas l'engouement médiatique ni les applaudissements qui comptent pour lui. C'est la dignité qu'il a retrouvée, celle qu'on lui avait ôtée pendant des années. Il dort dans un vrai lit. Pour la première fois depuis des années, il peut se permettre de savourer la simplicité d'une chambre ordinaire, d'un confort quotidien qui était devenu un rêve lointain. Cette stabilité est un luxueux privilège, une normalité qu'il chérit, mais qu'il n'oublie pas d'où elle vient. Son visage, autrefois marqué par la fatigue et la résignation, est aujourd'hui plus calme, plus serein.
Il a enfin l'opportunité de reconstruire sa vie. Mais ce n'est pas seulement la reconnaissance publique qui le gratifie. Ce qu'il a gagné, c'est une identité retrouvée, et plus encore, une voix. Lors d'un entretien télévisé, l'animateur, un homme pressé et souriant, lui pose la question qu'il a probablement anticipée. Maintenant que tout est derrière vous, vous en voulez-vous à Grégory Lambert? Il y a une pause. Un silence lourd, celui de l'introspection. Elliot se plonge dans ses pensées, son regard se perd dans le vide pendant quelques secondes, puis il lève les yeux vers la caméra. Son ton est calme, posé, mais déterminé. Il n'y a aucune amertume dans sa voix, juste la sérénité d'un homme qui a trouvé une réponse après avoir longtemps cherché. Je ne voulais pas me venger. Je voulais qu'il écoute. Qu'il entende une voix qu'il avait effacée. Ce jour-là, j'ai crié parce que je savais qu'il était temps que quelqu'un dise la vérité. Même si personne ne voulait l'entendre de la bouche d'un sans-abri. Les mots résonnent dans l'air comme une cloche de vérité. L'animateur reste un moment silencieux, touché par la profondeur de la réponse. Elliot n'a pas cherché la vengeance, il a cherché la reconnaissance de son existence, de ses souffrances, et surtout, de la vérité qu'il portait en lui. Ce n'était pas une vengeance, c'était un cri pour la justice. Grégory Lambert, quant à lui, a connu une chute vertigineuse. Condamné à une lourde amende, exclu de son entreprise, il a vu son empire s'effondrer en quelques semaines. Autrefois acclamé comme un visionnaire dans le monde des affaires, il est désormais un paria. Son nom, qui faisait autorité, est maintenant synonyme de corruption, d'abus de pouvoir et d'injustice. Il se cache des projecteurs, fuyant les interviews et les questions gênantes. Les invitations à des conférences se font rares. Ceux qui l'avaient adulé et célébré tournent désormais le dos à l'homme qu'ils considéraient autrefois comme un modèle. La honte de son face-à-face avec Elliot devient une leçon de morale enseignée dans les écoles de droit, dans les facultés de journalisme et d'éthique. Les étudiants s'en servent comme un exemple de la façon dont les puissants peuvent abuser de leur statut, mais aussi de la manière dont l'honnêteté et la résilience d'un seul individu peuvent mettre à jour des injustices gigantesques. La révélation du scandale Arcs 23 devient un cas d'école. Comment un ancien stagiaire, un inconnu, un sans-abri, a défié une multinationale et fait tomber l'un des hommes les plus puissants de l'industrie. Grégory Lambert a été un pion dans un jeu qu'il pensait maîtriser, mais qu'il a écrasé avec une force qu'il n'avait jamais anticipée. Elliot, de son côté, n'a pas cherché à se glorifier. Son parcours est devenu une source d'inspiration pour des milliers de personnes, mais lui reste humble. Il n'a pas oublié d'où il venait. Il conclut son premier livre par ces mots, écrit avec une clarté qu'il n'avait jamais eue dans son passé. Il ne faut jamais sous-estimer la voix de celui que le monde refuse d'écouter. C'est parfois lui qui détient la vérité. Ces mots résonnent comme une vérité universelle, transcendante. Un homme, isolé et rejeté, a changé le cours des choses simplement en refusant de se taire. Elliot a appris que la vérité ne réside pas seulement dans la reconnaissance publique, mais dans le courage de dire ce qui doit être dit, même quand le monde semble fermé à cette vérité. Les échos de son histoire continuent de se propager. Les gens qui l'écoutent ne se contentent pas de suivre un simple récit de vengeance. Ils voient en lui un symbole de lutte contre l'injustice, une illustration de ce que peut accomplir un individu déterminé à faire entendre sa voix, même lorsqu'elle semble insignifiante. Et peut-être, à travers son parcours, ont-ils tous appris une leçon importante, que la vérité a toujours une force, même lorsqu'elle semble être écrasée sous le poids des mensonges.